Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour vous présenter le deuxième cours concernant les dysfonctions sexuelles. Alors, en premier lieu, je tiens à vous préciser que c'est un cours qui est mis à la fin du programme, mais sachez qu'en fait, il est très important. En général, très peu d'étudiants assistent au cours parce qu'il est mis à la fin du programme, c'est l'approche des examens, donc on est un peu stressé, on ne fait pas attention à ce cours parce que c'est pas vraiment important de connaître tout ce qui est un problème sexuel, mais alors attention, c'est un problème très fréquent, non seulement c'est fréquent, mais le plus gros problème, c'est que les médecins, et quelle que soit leur spécialité, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes, ne peuvent pas aborder cette question de sexualité face à leurs patients. Et ça, c'est un très grand problème. Parce qu'en fait, quand vous allez faire le bilan de votre cursus en médecine, vous allez voir que vous n'avez jamais parlé de sexualité au cours de votre cursus. Et c'est la seule fois qu'on vous donne l'occasion en psychiatrie de parler de la sexualité. Et encore, on ne parle pas de toute la sexualité, on parle seulement des dysfonctions sexuelles. Alors, essayez de bien faire votre cours, de bien lire la question. Mais ce qui est important en fait, c'est de pouvoir en fait aborder la question en consultation face à son patient. Donc, c'est un problème de santé, d'accord, c'est pas un autre problème. Donc, il faut se familiariser avec la question et pour se familiariser, il faut connaître la physiologie. Donc de la physiologie sexuelle et pour pouvoir donc en déduire les troubles, connaître les différentes phases en fait de la sexualité normale pour en déduire les différents troubles. Donc j'espère que vous allez bien faire votre cours et le but c'est pas d'avoir de bonnes notes à l'examen, mais c'est aussi de se familiariser avec la question et d'enlever un peu les tabous et de pouvoir en parler librement avec les patients, bien évidemment dans un cadre de la bonne prise en charge sur tous les plans. Parce qu'un patient qui suit en endocrinologie pour un problème quelconque, que ce soit un diabète ou autre, sachez qu'il est possible qu'il ait un trouble sexuel, mais qu'il n'arrivera jamais à aborder la question avec son médecin si jamais ce dernier ne lui donne pas l'occasion. Donc il faudrait d'abord que le médecin soit à l'aise dans ce genre enfin, j'ai perdu le mot, mais j'ai envie de dire qu'il doit être à l'aise lui-même avec cette question pour qu'il puisse l'aborder avec son patient. Voilà. Et justement, pour pouvoir donc aborder cette question sur les dysfonctions sexuelles, j'espère que nous allons atteindre certains objectifs ensemble. Et en premier, c'est d'identifier les principales dysfonctions sexuelles, identifier d'autres troubles de la sexualité. Donc on va voir les paraphilies et transsexualisme essentiellement. Et nous allons consacrer un petit chapitre pour justement savoir comment aborder la question de la sexualité au cours d'une consultation. Et pour arriver à atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. Donc je vais introduire la question. On va essayer de parler de la sexualité normale. Et par la suite, on verra les dysfonctions sexuelles. Ce qui est important, c'est de savoir, de connaître la clinique de ces dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire les différents types en fait, ou les différentes formes cliniques des dysfonctions sexuelles. Comment faire un examen sexologique, quelles sont les étiologies, les principales étiologies de ces dysfonctionnements de ces dysfonctions sexuelles et comment prendre en charge. Et nous allons, comme je l'avais dit tout à l'heure, voir les paraphilies et le transsexualisme qui sont d'autres formes de troubles sexuels. La sexualité est une fonction instinctuelle. Alors, ça fait partie des 3 fonctions instinctuelles de l'être humain qui sont l'alimentation, le sommeil et donc la sexualité. La santé sexuelle est une partie intégrante et essentielle de notre
santé et notre bien-être. Et ça, tout au long de notre vie. En fait, actuellement, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à parler de la sexualité un peu plus librement, entre guillemets, parce que bon, c'est pas toujours évident, ça reste toujours un sujet tabou de toutes les manières. Et en fait, l'épreuve, c'est que la demande des patients par rapport à un certain problème de la sexualité reste très peu explicité, enfin, très peu explicite si jamais ils arrivent à un petit peu insinuer, c'est déjà très difficile pour eux, et parfois même ils n'abordent jamais la question, qu'ils trouvent que c'est tout à fait normal qu'ils en souffrent, parce qu'en fait il n'y a pas d'informations il n'y a pas beaucoup d'informations sur. Et en fait, la sexualité, du point de vue de l'espèce, est orientée beaucoup plus à la procréation. Donc en fait, ça a une relation avec la grossesse, la préservation de l'espèce, etc. Actuellement, avec l'avènement des méthodes de contraception, d'espacement des naissances, cette relation n'est plus, enfin cette liaison, cette relation avec la grossesse et la procréation n'est plus là, n'est plus le point essentiel, et donc il y a apparition et libération de certains mythes. Il faudrait savoir aussi que la sexualité a d'autres significations pour l'être humain, c'est par rapport à la place qu'on occupe, le rôle qu'on occupe dans la société, étant par exemple marié ou ayant une sexualité investie. Donc il y a une certaine place sociale, un pouvoir, valeur, ça a des significations, ça a des significations comme ça. En fait, il y a aussi ce qui a rendu cette libération et cette on va dire, entre guillemets, on parle plus librement de sexualité actuellement, c'est parce qu'il y a eu un changement aussi de statut par rapport à statut homme, statut femme. Il y a eu quand même un remaniement ces dernières années, le développement des technologies, le développement industriel a fait que le statut, le rôle des femmes et des hommes n'est plus le même, et donc la sexualité n'a plus la même signification qu'avant. Alors, on arrive à la partie qui est importante, hein, la physiologie de la sexualité, ou la sexualité normale. La norme dans la sexualité n'existe pas, il faudrait savoir. Et donc, c'est plus correct de parler de la physiologie, en fait, et pas de la sexualité, et pas, disons, sexualité normale. Donc, la physiologie de la sexualité, il est important de connaître les différentes phases. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on va étudier les dysfonctions. Et donc, si on connaît bien les phases de la physiologie, de la sexualité, en fait, les dysfonctionnements vont découler de source. La connaissance de la physiologie sexuelle a été révolutionnée par deux médecins américains, William Masters et Virginia Jones, qui ont publié à la fin des années 60 les résultats de leurs observations de laboratoire sur des volontaires, hommes et femmes. Alors, Masters et Johnson décrivent la relation sexuelle selon 3 à 4 phases similaires, en fait 4 phases similaires pour les hommes et les femmes. Alors, la première phase, c'est la phase d'excitation. Alors, la phase d'excitation, elle est caractérisée chez l'homme par l'établissement de l'érection et chez la femme par la lubrification vaginale et la tumescence de la muqueuse du tiers inférieur du vagin. Il faudrait savoir que pour l'homme, le début de l'érection est provoqué au niveau d'une zone très spécifique du cerveau, qui est l'hypothalamus, par une stimulation érotique. Alors, il faudrait toujours, la phase d'excitation, elle est précédée par une stimulation. Il faudrait qu'il y ait stimulation érotique, sinon les phases de la sexualité, enfin la physiologie de la sexualité n'est pas là. On ne parle pas de sexualité s'il n'y a pas une phase érotique avant, et on va y revenir sur cette phase après, parce qu'en fait
Il y a eu d'autres médecins américains qui ont ajouté à cette physiologie une autre phase. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait stimulation érotique pour qu'on puisse parler de début de l'érection. Et on avait dit que cette érection est provoquée par l'hypothalamus. Alors, les influx nerveux parviennent alors aux organes génitaux ou un processus. Alors, il y a un processus biologique et biochimique, d'accord, qui va s'installer, donc avec libération d'un neurotransmetteur qui est l'oxyde nitrique, qui va provoquer une cascade d'événements. Et ces événements vont aboutir à la relaxation de la musculature lisse du corps caverneux et qui permet donc d'accepter une capacité très importante de sang qui va irriguer le pénis et qui va se gonfler pour obtenir sa rigidité maximum. Alors, cette érection est maintenue en principe jusqu'au moment de l'éjaculation. Et à ce moment-là, il y a l'adrénaline qui va être libérée dans le système nerveux sympathique, qui contracte la cellule musculaire lisse et qui aboutit à un relâchement du pénis. Voilà. Ça, c'est par rapport à... en fait, vous avez vu que c'est très bien étudié en fait, chez l'homme. Il faudrait savoir que la physiologie chez la femme est moins bien connue, d'accord, au niveau central. On commence à repérer certaines zones du cerveau qui sont impliquées en fait dans ces phases. Et parmi les neuromédiateurs, bien évidemment, il y a la dopamine, qui est une hormone, en tout cas de plaisir et du désir aussi. Voilà, donc en fait la physiologie nécessite la connaissance de plusieurs zones au niveau du cerveau et en fait les recherches sont toujours d'actualité pour en connaître, pour avoir plus de détails sur les mécanismes, les neuromédiateurs et le mécanisme biochimique, biologique et les neuromédiateurs responsables des phases de la sexualité chez l'homme. La deuxième phase, c'est la phase en plateau. Alors, la phase en plateau, son nom en fait provient de ce que les phénomènes de la phase d'excitation, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, l'érection chez l'homme, la lubrification et la tumescence de la muqueuse chez la femme, vont rester stables durant un laps de temps. D'accord? Voilà, ça c'est la phase en plateau. Après la phase en plateau qui voit la réalisation de l'acte sexuel, la phase d'orgasme, c'est une manifestation globale de l'organisme dont la composante la plus importante est une sensation de plaisir intense où il y a libération de dopamine qui est l'hormone du plaisir chez l'homme et chez la femme. Alors, la phase de résolution, c'est une phase pendant laquelle les phénomènes de la phase d'excitation diminuent rapidement. Alors, chez la femme, il peut y avoir plusieurs orgasmes successifs. Il faudrait savoir qu'il y a plusieurs orgasmes successifs si la stimulation sexuelle ne s'interrompt pas. Et que la phase de résolution ne survient alors qu'après le dernier orgasme. Par contre, chez l'homme, l'orgasme est suivi d'une période réfractaire, d'accord? C'est une période pendant laquelle la stimulation sexuelle devient inefficace. Alors, cette période réfractaire, elle est très courte chez l'adolescent, elle augmente avec l'âge et en fait, elle est interdite le plus souvent. Cette phase de réfractaire, en fait, interdit la répétition immédiate du rapport sexuel. Alors ce schéma donc résume en fait ce qu'on vient de dire auparavant, c'est-à-dire avec la phase d'excitation, la phase plateau, l'orgasme et la résolution. Il faudrait savoir que deux autres médecins américains, Helen Kaplan et Harold Leif, ont en 1977 ajouté à cette physiologie la phase du désir qu'on voit en transparent sur le schéma. Alors cette phase de désir, elle vient avant la phase d'excitation et en fait elle est occupée par des idées et des fantaisies érotiques
et le souhait d'avoir des rapports sexuels. Et en fait, c'est une phase très importante, sinon on ne parlerait pas d'excitation. Alors, on avait dit que la physiologie de l'excitation génitale féminine est moins connue au niveau cérébral que la physiologie chez l'homme. Il faudrait savoir aussi que la physiologie nécessite que la testostérone ne soit pas effondrée chez l'homme, tandis que chez la femme, cette physiologie est aussi sous la dépendance du peu de testostérone produit par les surrénales. Alors, les dysfonctions sexuelles, et on arrive au plus important, la clinique, il faudrait savoir qu'elles sont décrites en référence aux phases des relations sexuelles. J'ai dit tout à l'heure que la physiologie de la sexualité était importante à connaître, parce qu'il faudrait savoir que les dysfonctions sexuelles maintenant sont décrites en rapport avec les phases de la physiologie sexuelle qui sont altérées. Et donc, selon le DSM, on décrit donc dans les deux sexes des troubles du désir, de l'excitation, de l'orgasme, auxquels il faut ajouter les troubles sexuels avec douleur. Et il existe deux autres, dans les deux sexes, d'autres catégories, dysfonctionnement sexuel dû à une affection médicale générale, et les dysfonctions sexuelles induites par une substance. Il faudrait savoir que les dysfonctions érectiles et l'éjaculation précoce restent parmi les dysfonctions sexuelles les plus importantes et celles où il y a plus de demandes. Il faudrait savoir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes par rapport à cette matière, en matière de dysfonction sexuelle, mais lorsqu'il y a demande, c'est surtout les dysfonctions érectiles et l'éjaculation précoce qui sont les plus importantes et qui sont où il y a une forte demande. Alors, les dysfonctions érectiles voient son taux augmenter avec l'âge, il faudrait savoir, tandis que l'éjaculation précoce ne diminue pas avec le temps, contrairement à ce qu'on croit. Et il faudrait savoir que les dysfonctions sexuelles de la femme auraient plutôt tendance à s'améliorer avec l'âge. Alors, le trouble du désir sexuel, alors c'est une déficience ou absence persistante et répétée de fantaisie imaginative, d'ordre sexuel et de désir d'activité sexuelle. C'est un intérêt diminué pour l'activité sexuelle, ou bien c'est une absence de vouloir, d'intérêt, c'est absence ou désintérêt. Alors, il faudrait savoir que quand ces troubles ne sont pas liés à une affection médicale, ils résultent souvent de problèmes de couple. Et c'est un trouble qui affecte le fonctionnement de la vie sexuelle, bien évidemment. Il faudrait prendre en considération les contextes généraux et socioculturels de la vie du sujet et essayer de chercher des conflits de couple, des conflits sociaux qui empêcheraient le désir. Le trouble d'excitation sexuelle est l'incapacité persistante ou répétée à atteindre ou à maintenir jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel une activité sexuelle adéquate. Alors, c'est là où la dysfonction érectile est la plus étudiée et la plus traitée, parce que c'est la plus, en fait, c'est la plainte, on va dire, la plus fréquente, mais fréquente entre guillemets, parce qu'en fait, j'avais dit que déjà c'est difficile de parler de sexualité, et si jamais elle est très intense, c'est par rapport à cette dysfonction érectile. Alors, ceci lié, pourquoi c'est la plus étudiée, c'est parce qu'elle est liée à son caractère très repérable, d'accord,
et a son importance symbolique pour l'homme. Tout d'abord en raison de la gêne, de la honte qu'il peut ressentir, un homme qui est atteint dans sa virilité, et après le sentiment de culpabilité lié à l'impuissance ou à l'incapacité de rendre sa partenaire heureuse. Et en fait, il faudrait savoir que, bien évidemment, derrière cet organe génital qui est en cause, il y a tout un individu, mais pas seulement l'individu, mais tout un couple qui en souffre. Donc, c'est une difficulté à parvenir à maintenir l'érection jusqu'à la fin de l'acte sexuel, ou une difficulté marquée, enfin une difficulté à maintenir la rigidité érectile. Le trouble de l'orgasme, c'est l'absence ou le retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation sexuelle normale. C'est très important de parler de la phase qui vient avant, parce que s'il y a un problème au niveau de l'excitation, on ne peut pas parler de problème d'orgasme. Donc, c'est très important de parler de l'excitation si elle est normale et qu'il n'y a pas d'orgasme, donc il y a un problème d'orgasme. Alors, il y a deux types. Il y a la dysfonction orgasmique primaire, qui est l'anorgasmie. Avant, on parlait de frigidité, mais aujourd'hui, donc, on parle de dysfonction orgasmique. Donc, primaire parce que la femme qui en souffre n'a jamais connu d'orgasme. Et cela, quelles que soient les formes de stimulation physique ou psychologique. Il existe plusieurs causes par rapport à ce dysfonctionnement. Alors, il y a les convictions religieuses culpabilisantes, il y a parfois des idées très culpabilisantes religieuses. Il ne faut pas avoir ce plaisir intense, il ne faudrait pas avoir cette phase. Il y a un manque d'identification complète avec le partenaire. Alors, c'est soit parce que ce dernier ne correspond pas aux attentes de la femme et de l'homme, aux attentes du partenaire, par rapport à ses caractères physiques, par rapport à ses caractères, à son caractère moral. Il y a aussi d'autres causes qui sont les dysfonctions sexuelles chez le partenaire. Alors, on n'arrive pas à la phase d'orgasme, peut-être parce que le partenaire a un problème d'éjaculation précoce ou un problème de dysfonction érectile. Donc, il faudrait aussi savoir, durant l'anamnèse, de détecter les problèmes qui sont dus au partenaire et pas à la personne plaintive. Alors, à côté de cette anorgasmie, il y a la dysfonction orgasmique contingente ou dysorgasmique, et survient chez la femme qui est parvenue quand même une fois dans sa vie à avoir un orgasme et qu'elle souffre à présent d'absence d'orgasme. Alors, les causes les plus fréquentes, c'est le dyspareunie, donc c'est les douleurs durant l'acte sexuel, le col, et ou bien le manque d'intérêt pour la fonction sexuelle. Il n'y a plus d'intérêt actuellement. Il y a eu avant un intérêt et actuellement il n'y a plus d'intérêt. Ça peut témoigner d'un problème psychologique de l'individu ou du couple. L'éjaculation retardée est moins abordée que le problème de dysfonction érectile ou d'éjaculation précoce. Alors, c'est un problème qui est plus abordé dans notre pratique, qui est la psychiatrie, parce que c'est un problème qui est très souvent dû au problème psychiatrique ou à la prise de neuroleptiques neuroleptiques ou antidépresseurs qui font comme effet secondaire un problème d'éjaculation retardée. Donc c'est soit le retard marqué à l'éjaculation ou l'absence ou diminution marquée de la fréquence d'éjaculation. C'est un problème qui ne s'améliore pas avec l'âge, au contraire qui se complique avec l'âge. Mais c'est des plaintes qu'il faudrait vraiment prendre en considération. Et si jamais il n'y a pas de problème psychiatrique ou problème de prise de traitement associé, il faudrait rechercher les autres causes, souvent médicales, d'accord, qu'il faudrait prendre en charge, bien évidemment. Alors, les troubles liés aux douleurs génito-urinaires, on parle en premier lieu du vaginisme. Le vaginisme, c'est un spasme involontaire, c'est un phénomène réflexe qui est persistant et répété. Alors,
c'est un phénomène, donc c'est un spasme involontaire de la musculature du tiers externe du vagin lors de toute tentative de pénétration ou de contact vulvaire, mais aussi à l'idée même de la pénétration. Alors, ce vaginisme perturbe les rapports sexuels et il est responsable dans 90% des cas des mariages non consommés. On parle souvent de cadenas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de tafla marbota, etc. Il s'accompagne, ce vaginisme s'accompagne, bien évidemment, s'il y a ce problème-là, il s'accompagne de signes comportementaux qui sont essentiellement l'évitement, l'angoisse et même la phobie. Alors, en dehors de pénétration, le désir, l'excitation et l'orgasme restent tout à fait possibles. Les causes de ce vaginisme, c'est, alors sur le plan physique, c'est soit une blessure ou un traumatisme de la vie, et sur le plan psychique, c'est toutes les agressions sexuelles subies pendant l'enfance, telles que les viols, les tentatives de viol, ou les incestes, qui sont les plus fréquemment retrouvés. À côté de cela, il y a l'éducation rigide, l'éducation familiale rigide, le manque d'informations sur la sexualité, peur de la mère, enfin c'est l'éducation très rigide, mais aussi les convictions religieuses culpabilisantes, hein, que la femme n'a pas le droit à l'orgasme, etc., comme dans tout à l'heure. Alors, à côté de ce vaginisme, il y a les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est les douleurs génitales persistantes ou répétées, associées au rapport sexuel et éprouvées pendant ou après un rapport sexuel conventionnel. Alors, ce trouble est souvent associé à des lésions ou à des affections médicales qu'il faudrait rechercher. Il peut être uniquement lié à des facteurs psychologiques, mais la cause principale de la dyspareunie chez la femme avant 50 ans, c'est la vestibulose dynie vulvaire, et après 50 ans, c'est l'atrophie vulvovaginale et la cause principale du dysfonctionnement sexuel. Le problème d'éjaculation précoce est un problème qui survient, donc qui est persistant, répété, qui survient lors de stimulation sexuelle minime, avant, pendant ou juste après la pénétration et avant que le sujet ne souhaite le faire. C'est la dysfonction sexuelle masculine la plus répandue. En fait, elle est assez, elle engendre une souffrance du couple, une souffrance relationnelle, car la partenaire elle peut se sentir exploitée par un homme qui semble prendre son plaisir sans se soucier d'elle, sans se soucier du plaisir de sa partenaire, mais en fait il faudrait savoir que ce n'est pas du tout ça, c'est pas parce qu'il prend plaisir, mais c'est parce qu'il y a une anxiété en fait anticipatoire, et c'est des hommes en général qui en souffrent beaucoup de cette pathologie, donc il faudrait prendre en considération et écouter la souffrance de l'homme aussi avant de penser que la femme est exploitée ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est un problème en général d'anxiété de performance qui fait qu'il y a ce problème d'éjaculation précoce. À côté des troubles, des dysfonctions liées aux différentes phases de la physiologie sexuelle, il y a les dysfonctions sexuelles qui sont dues aux affections médicales générales. Alors, devant toute plainte de dysfonction sexuelle, il faudrait rechercher les maladies qui affectent le dispositif physiologique de la sexualité. Donc, il faudrait faire une bonne anamnèse, il faudrait faire un bon examen clinique afin de retrouver les effets physiologiques directs d'une affection médicale générale. Alors, toutes les maladies affectant le dispositif physiologique nécessaire à la sexualité peuvent entraîner un dysfonctionnement, une dysfonction. Elles comportent en général une sémiologie sexuelle concomitante qui permet leur diagnostic.
Ceci dit, il faudrait savoir que la présence d'une affection médicale, facteur possible de dysfonctionnement, n'indique pas son implication automatique dans, dans la dysfonction sexuelle. Par exemple, quand on a un traumatisme du bassin, alors ce traumatisme peut coexister avec une dysfonction érectile essentiellement psychogène. Donc il faudrait vraiment faire la part des choses entre les deux. Alors on avait parlé tout à l'heure des dysfonctions sexuelles lorsqu'on a parlé du dysfonction érectile, que les neuroleptiques étaient la cause principale de la dysfonction érectile. Et voilà, donc parmi il y a d'autres dysfonctions sexuelles qui touchent les différentes phases de la sexualité, qui sont induites par une substance. Alors, il faudrait retenir ce trouble lorsque on est devant soit des symptômes qui apparaissent pendant une intoxication à une substance ou dans le mois qui a suivi, ou bien une perturbation qui est liée étiologiquement à la prise d'un médicament. Alors, les substances qui peuvent être stimulantes, vous savez, c'est l'alcool, mais aussi il y a certains opiacés. Par contre, d'autres substances comme les anti-hormones, les antidépresseurs, les neuroleptiques, affectent d'une manière différente, c'est-à-dire c'est pas des stimulants, mais c'est plutôt des inhibiteurs, inhibent la fonction sexuelle. Et à moindre degré, on retrouve aussi des traitements hypertenseurs qui peuvent aussi causer une baisse de la fonction sexuelle. Alors, on arrive à l'examen sexologique. C'est une question très spécifique. D'abord, sa spécificité tient à l'embarras qui peut susciter chez le patient, mais aussi chez le médecin. D'abord, le patient, quand il aborde la question, déjà, ça suscite une très grande gêne chez le patient, mais chez le médecin aussi, parce que le médecin, il va se poser la question, comment je vais continuer ma consultation si jamais j'aborde un sujet, si jamais je dis un truc qui peut vexer le patient, qui peut être contraire à ce qu'il a envie de savoir. Donc en fait, la question et en général, on aborde ça à la fin de la séance et le médecin va dire oui, on verra ça la consultation prochaine. On clôture souvent les consultations par quelque chose de très important. Le patient aborde toujours une question très importante à la fin de la consultation. Et comme le patient et le médecin sont gênés tous les deux, le médecin va dire oui, on abordera la question la prochaine fois, et la prochaine fois la question ne sera pas abordée, et ainsi ça va rester tout le temps en question. Alors, l'entretien par contre doit commencer par faire préciser les caractéristiques du trouble actuel et passé. Il faudrait encourager le patient à s'exprimer avec des termes à lui. Il ne faut pas utiliser des termes techniques parce que de toutes les manières, le patient ne va pas comprendre. Il faudrait essayer de comprendre ce que le patient nous dit et pas ce que nous disons au patient, parce que le patient ne va pas comprendre les termes que nous utilisons. Et parfois, il y a des termes qui diffèrent tellement, comme par exemple quand ils parlent de leur libido, quand ils parlent de l'érection, ils utilisent le mot neuf. Alors que moi, nefsi, c'était le plaisir. Alors que nous, c'est en fait l'érection. Et donc, il faudrait laisser le patient s'exprimer avec ses propres mots. En contrepartie, le médecin doit être capable de parler tranquillement, de parler aisément, et doit prendre la question avec une certaine technicité. Il doit réfléchir à comment il peut aider la personne qui est en face d'une manière technique. Alors, on explore la vie sexuelle et relationnelle du sujet, les antécédents personnels, somatiques, psychiatriques, les problèmes psychologiques,
Ça, c'est par rapport aux antécédents personnels, mais aussi on étudie les antécédents familiaux, somatiques et psychiatriques. On porte une attention très particulière à la partenaire de point de vue relationnel, mais aussi sexuel. Il faudrait un certain entraînement, bien évidemment, pour mener à bien ces consultations. Et on peut, bien évidemment, recommander, si jamais on n'arrive pas à aborder la question avec le patient, on peut recommander à un autre médecin si on n'est pas préparé à recevoir ce genre de questions. Alors l'examen somatique est recommandé, bien évidemment. On peut le confier à un confrère spécialiste en neurologie ou en gynécologie. Et puis on peut demander un avis d'un spécialiste en sexologie, ça existe, où on peut lui passer là. Parmi les étiologies des dysfonctions sexuelles, on avait parlé des affections médicales et les substances qui peuvent être cause du dysfonctionnement sexuel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les causes psychiques et les causes individuelles et les causes psychiques du couple. Alors, parmi les causes psychiques, il y a les troubles mentaux en premier lieu. Vous savez que, à part la manie qui est où on trouve au contraire une excitation, une stimulation, où on parle d'hypersexualité, tous les autres troubles mentaux induisent une insuffisance sexuelle. Donc parmi eux, les dépressions en tête, c'est les états dépressifs, mais aussi tous les autres troubles anxieux, les troubles post-traumatiques, mais aussi les troubles psychotiques chroniques. Il faudrait savoir rajouter à cela que les psychotropes, ainsi que donc les neuroleptiques, les antipsychotiques et ainsi que les antidépresseurs abaissent cette fonction sexuelle par rapport à leurs effets secondaires. Alors, il y a aussi les effets d'un traumatisme psychique actuel, événements dits défavorables, problèmes d'adaptation avec la partenaire, mais aussi les traumatismes sexuels, les abus sexuels, qui est un facteur très important de dysfonction sexuelle. La maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la maltraitance sexuelle dans l'enfance, mais aussi les maltraitances actuelles et anciennes, et l'anxiété, on avait dit que tous les troubles anxieux induisent une insuffisance sexuelle. La timidité, la phobie sociale sont des facteurs de dysfonction sexuelle. Alors, il faudrait porter une attention particulière aux problèmes psychiques du couple, parce qu'on parle d'individus lorsqu'il a un problème, mais on oublie que même si les deux individus n'ont pas, c'est-à-dire individuellement n'ont pas de problème, mais le couple peut avoir un problème. Alors, il faudrait savoir que les messages positifs de la partenaire renforcent puissamment la motivation sexuelle et le fonctionnement sexuel, bien évidemment. Et inversement, s'il n'y a pas de message positif, en fait, cette fonction est inhibée. Les problèmes, il faudrait relever et essayer de trouver, de chercher les problèmes et les difficultés du couple, que ce soit des difficultés passagères, c'est-à-dire même des problèmes financiers, ou des problèmes plus profonds, des problèmes de communication, des problèmes de satisfaction, qui sont des puissants facteurs de dysfonction sexuelle. Par contre, ils sont heureusement très sensibles au traitement de couple, c'est-à-dire quand on pratique une thérapie de couple, ces difficultés-là vont voir une nette amélioration, ce qui nous amène à parler de la prise en charge. Voilà, on arrive à la prise en charge. La prise en charge, elle comprend plusieurs volets, notamment volet psychothérapeutique, volet médicamenteux ou chirurgical. Et en fait, l'essentiel de la prise en charge dans les dysfonctions sexuelles, c'est la psychothérapie. Alors, dans la psychothérapie, il y a essentiellement, on parle de sexothérapie de couple, qui est inventée par Master et Johnson. C'est une façon très pragmatique et elle est décrite en termes cognitivo-comportementaux. Vous avez fait donc, les autres cours, les prises en charge des thérapies cognitivo-comportementales. La psychothérapie, elle se base
sur des exercices, bien évidemment, et sur des techniques cognitivo-comportementales. Et elle s'adresse en fait principalement à la composante anxiété de performance de la dysfonction sexuelle. Il s'agit, donc c'est une anxiété où donc il s'agit de difficultés, d'anxiété lorsqu'on effectue publiquement une performance et le sujet se sent incapable. Donc ici la performance c'est l'acte sexuel et le public c'est la partenaire. Donc la sexothérapie va justement essayer d'améliorer ce sentiment d'inconfort en passant par plusieurs exercices. En fait, il est important de savoir qu'elle comporte plusieurs prescriptions d'exercices sexuels à faire à domicile et que c'est la discussion de ces exercices qui est faite en séance de thérapie. Alors, ça peut être une forme de rééducation à la sexualité. À côté de cette sexothérapie, alors la sexothérapie, il faut savoir qu'il y a eu quand même une formation en Algérie et il y a eu des sexothérapeutes qui exercent cette psychothérapie. À côté de cette psychothérapie, il y a la psychothérapie de couple ou thérapie de couple qui va améliorer, qui va essayer de retrouver ce qui ne marche pas dans la communication, les dysfonctionnements, les transactions dysfonctionnelles chez les couples et essayer de les rendre plus fonctionnels et donc essayer d'amener le couple à communiquer sur leur communication et ça a des résultats très bénéfiques sur la sexualité du couple. À côté donc de cette psychothérapie, il y a les traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux s'adressent essentiellement à la dysfonction érectile et à l'éjaculation précoce. Alors pour les dysfonctions érectiles, on peut traiter par les androgènes lorsque l'insuffisance est avérée, par les alpha-bloquants et par les inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase que vous connaissez sous le nom de Viagra, c'est le sildenafil, qui est un produit actif par voie orale sur l'érection, mais il faudrait savoir qu'il nécessite une stimulation sexuelle pour agir. Ne pensez pas qu'il va y avoir érection juste après la prise de cette substance. Il faudrait d'abord une stimulation sexuelle pour qu'il y ait érection. Alors il y a d'autres substances comme les vasodilatateurs actifs et il y a d'autres techniques chirurgicales, donc provoquer l'érection par exemple par aspiration puis blocage élastique de la base du pénis à l'aide d'un dispositif qu'on appelle le vacuum et ou bien donc des prothèses péniennes semi-rigides, malléables, gonflables qui sont insérées chirurgicalement dans le corps caverneux. Pour l'éjaculation précoce, alors on a vu que certaines substances vont retarder l'éjaculation comme les neuroleptiques et les antidépresseurs. Et donc, dans l'éjaculation précoce, en général, on a recours aux inhibiteurs sélectifs de la sérotonine qui sont à des doses souvent faibles et qui sont très efficaces en tout cas sur cette éjaculation précoce. Alors, une autre très importante que j'avais envie de vous véhiculer, c'est que en fait, l'implication du partenaire dans le choix du traitement est très souhaitable. Pourquoi? Parce que ça a une importance primordiale. Si on traite juste celui qui porte le symptôme et on oublie le partenaire, on n'aurait rien fait. Il faudrait, dans les problèmes de la sexualité, d'abord de comprendre la souffrance du patient, essayer de le soulager, mais au fur et à mesure, essayer de ramener le partenaire afin de pouvoir faire des séances à deux et pouvoir engager le partenaire dans le processus de soin. Alors, on arrive à d'autres troubles de la sexualité qui sont, on aborde la paraphilie. La paraphilie, c'est ce qu'on appelait avant la perversion sexuelle. C'est une déviation, en fait, de la sexualité. Para, c'est le terme paraphilie désigne une sexualité déviante et en fait il faudrait ajouter l'intensité du désir qui est et puis son caractère répétitif. Ce sont des fantaisies imaginatives, sexuellement excitantes,
c'est des impulsions sexuelles ou des comportements qui surviennent de façon répétée et intense, qui s'étendent sur une période de 6 mois, qui impliquent des objets inanimés, de la souffrance ou de l'humiliation de soi ou de son partenaire, et des enfants ou d'autres personnes non consentantes. Alors, il y a plusieurs formes. Alors, on avait dit paraphilie, présence d'une excitation sexuelle intense et récurrente, et on peut trouver différents troubles. Le trouble voyeurisme, c'est donc la présence de cette excitation par le fait d'observer en fait une personne nue ou en train de se déshabiller ou en train d'avoir des rapports sexuels et qui ne sait pas qu'elle est observée. Il y a le trouble exhibitionnisme qui consiste à exposer ses organes génitaux devant une personne prise au dépourvu par ce comportement. Il y a le trouble frottérisme qui est le fait donc de se frotter contre une personne non consentante et qui engendre une excitation sexuelle intense. Alors, à côté des troubles paraphiliques qu'on avait tout à l'heure, il y a le trouble masochisme sexuel qui est donc avoir une excitation sexuelle très intense par le fait d'être humilié, battu, attaché ou par tout autre acte qui entraîne de la souffrance. Alors, le trouble sadisme sexuel, c'est plutôt le contraire, c'est une excitation qui est provoquée par la souffrance physique ou psychologique, donc c'est des souffrances infligées qui peuvent induire une excitation sexuelle. Le trouble pédophilie, la pédophilie, c'est une activité sexuelle avec un enfant ou des enfants prépubères. Alors, les fantasmes, les impulsions sexuelles ou le comportement sont à l'origine d'une souffrance et d'un dysfonctionnement social et professionnel. Le sujet est âgé de 16 ans ou plus et il a au moins 5 ans plus que la victime. Le trouble fétichisme, c'est l'utilisation d'objets inanimés pour avoir une excitation, par exemple des sous-vêtements féminins, etc. Le trouble transvestisme, c'est le fait pour l'homme, par exemple, qui est hétérosexuel, qui est tout à fait normal, de se travestir plus ou moins complètement en femme et de s'imaginer ainsi être une femme et qui lui procure une excitation sexuelle. Le transsexualisme est un trouble d'identité. Alors c'est un trouble où il y a une identification intense et persistante à l'autre sexe. C'est une expression d'un désir d'appartenir à l'autre sexe et l'adoption de conduites qui font passer pour l'autre sexe. C'est un désir d'être traité comme l'autre sexe, de passion à la conviction qu'il a les sentiments et les réactions typiques de l'autre sexe. C'est un sentiment persistant d'inconfort par rapport au sexe avec lequel il est né et sa volonté à se débarrasser de ses caractères sexuels primaires ou secondaires. Donc il a recours à des traitements hormonaux, à des interventions chirurgicales et bien sûr la tenue vestimentaire. C'est un patient qui pense que le sexe avec lequel il est né ne lui correspond pas. Alors il faut éliminer toute affection médicale responsable de ce trouble-là, comme les hermaphrodites par exemple. Dans cette situation, la souffrance est significative, il y a un dysfonctionnement social professionnel. Il faudrait savoir que c'est un problème, que le transsexualisme pose un problème d'état civil, que la législation est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Il y a des pays où on peut changer d'identité lorsqu'on aurait fait des interventions chirurgicales, etc. Il y a d'autres qui ne le permettent pas. Il faudrait savoir que la souffrance psychologique les patients vont jusqu'à des troubles du comportement, à des automutilations, à des actes suicidaires, à des dépressions, parce qu'ils ont souffert réellement de ce sentiment de vouloir être de l'autre sexe. Et ils ont le sentiment de rejet de la part
de la société. Donc il faudrait aussi prendre en considération ce problème qui n'est pas juste problème de transvestisme, mais transsexualisme, hein, c'est différent. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce cours. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions, envoyez par mail vos questions et j'y répondrai. Je suis à votre disposition pour toute interrogation, suggestion. Et je pense qu'il faut rester clinicien. Vous êtes en pleine formation pour votre, parce que vous êtes futur médecin. Donc la clinique reste très importante à mon sens. Donc concentrez-vous sur la clinique des dysfonctions sexuelles. Je vous remercie et à bientôt.